Voilà, Charles Benfredge. Alors, pourquoi après un livre sur Jean Moulin, avoir décidé de publier ce livre sur Freinet, sur Henri Freinet? Alors, si vous le permettez, je souhaiterais d'abord saluer les auditeurs de Radio Courtoisie qui m'ont toujours réservé une grande fidélité d'écoute et une grande sympathie dans leurs commentaires et interventions. Et je voudrais également, et d'entrée, vous remercier, Monsieur de Beketch, parce que, à ce jour, alors que mon livre est déjà paru depuis quelques mois, vous êtes le seul animateur d'une émission de radio ou de télévision à m'avoir invité à parler d'Henri Freinet, ce qui me paraît justifier le titre que je donnais à mon livre, Henri Freinet, la mémoire volée. Alors pourquoi ai-je consacré ce livre à cette mémoire volée, après avoir consacré effectivement un livre à Jean Moulin? Parce que le livre sur Jean Moulin que j'avais publié il y a un peu plus de 10 ans maintenant était en réalité une réponse à des attaques absolument sordides, et notamment des imputations d'antisémitisme qui avaient été proférées par quelques historiens de rencontre qui avaient cru devoir s'attaquer à ce qui reste de la mémoire d'Henri Freinet aujourd'hui dans notre pays. Et donc ce livre était la défense d'un ami. J'avais d'ailleurs primitivement pensé à l'intituler Henri Freinet, dernier combat, par allusion bien sûr au mouvement qu'il avait créé et dirigé. Bon combat, oui. Et mon éditeur à l'époque, Albin Michel, avait considéré que introduire le nom de Jean Moulin dans le titre était beaucoup plus économiquement utile. Ce qu'il avait fait, et sans doute n'a-t-il pas eu tort, puisque ce livre s'est effectivement bien vendu à cette époque. Mais c'est vrai que par contre-coup, on parle toujours du livre sur Jean Moulin, alors que le personnage principal du livre c'est Freinet. C'est Freinet. Et que, en revanche, on peut pas dire que c'est vraiment un livre à la gloire de Jean Moulin. Aucun des livres que j'ai écrits n'est à la gloire de Jean Moulin, pour une raison simple, c'est que je ne partage pas cette admiration béate, un peu maintenant mythifiée ou légendarisée, qui entoure cette statue panthéonisée. C'est que ça m'a, le fait d'avoir parlé de votre livre et d'en avoir dit beaucoup de bien m'a valu, à l'époque où il est paru, mon premier désabonnement au Libre Journal, enfin le premier désabonnement du Libre Journal, puisque la secrétaire personnelle de Jean Moulin, qui était abonnée au Libre Journal, ayant lu cet article, m'a envoyé un mot en me disant: votre article est un tissu de mensonges. Si moi j'ai très bien connu Jean Moulin, ça n'était pas du tout ce que vous dites. Et si votre journal est fait comme ça, alors je n'ai pas besoin de le recevoir. C'était des abonnés. Donc, oui, effectivement, c'est un livre qui avait fait un certain bruit. Et beaucoup de bruit. On en avait tellement beaucoup il était iconoclaste. Oui, mais il a fait beaucoup de bruit, mais personne n'a accepté d'en débattre publiquement avec moi, alors que plusieurs animateurs de télévision m'avaient convié sur des plateaux qui devaient être organisés, notamment Jean-Marie Cavada et quelques autres, Poivre d'Arvor également, et tous ceux qui, lorsqu'ils sont seuls, se répandent en critiques sur mon premier livre et peut-être maintenant sur le deuxième, ont toujours refusé d'en débattre contradictoirement. Donc personne ne m'a jamais apporté la contradiction. Alors il est facile de dire que mon livre a pu salir ou noircir ou aller à l'encontre d'une certaine légende, peut-être, mais personne n'a pu le démontrer. À ce jour, ce que je dis demeure exact. Moi, je ne crois pas que ça salit ou ça détruit une légende. C'est la moindre des choses. Ça, c'est le travail de tout historien un peu raisonnable. C'est pour ça que je dis que, même si ça doit déplaire, tout historien est forcément révisionniste, puisqu'il est obligé de réviser l'histoire. Ou en tout cas, il fait une nouvelle visite de ce qui est un peu le ronron d'une certaine école historienne qui reprend et qui recopie et qui se replagie de génération en génération pour reprendre les mêmes anciennes. Or, nous savons aujourd'hui un certain nombre de choses que nous ignorions naturellement à la fin de la guerre ou dans les années qui ont suivi, mais pour un certain nombre de raisons d'évidence. D'abord parce que les archives d'Union soviétique se sont plus ou moins ouvertes. D'autre part parce qu'un certain nombre de personnes, avec les années, se sont laissées à dire un certain nombre de choses qu'elles se refusaient à dire lorsqu'elles étaient encore elles-mêmes aux affaires. Et enfin,
parce que certaines personnes étant décédées, leurs héritiers ont permis que leurs archives puissent être exploitées, alors que du vivant de leur auteur, aucun accès n'était possible. Nous avons donc aujourd'hui un grand nombre d'éléments qui font que nous pouvons travailler beaucoup plus utilement que ne l'ont fait les historiens de l'après-guerre. Monsieur Benfred, je me présente, je suis le Huron, le naïf ici, et si je me permets d'ouvrir la bouche, c'est que je pense que beaucoup d'auditeurs sont aussi naïfs, hurons et ignorants que moi, et donc en leur nom, une question naïve, qui est Henri Freinet ? Eh oui, votre question est l'illustration de la nécessité de mon livre, qui est Henri Freinet, alors que tout le monde devrait connaître ce nom, bien mieux que l'on ne connaît par exemple celui de Jean Moulin. Eh bien, je vais vous dire qui était Henri Freinet, très schématiquement, avant d'entrer peut-être plus dans le détail de sa personnalité, vous dire ce qu'il a imaginé et créé. Officier d'active, capitaine en 1940, issu d'une famille bourgeoise, catholique, militaire, son père était colonel. Cet homme, en 1940, pleure de désespoir en entendant appeler l'armistice. Et il décide, après s'être évadé pour ne pas passer 5 ans dans un oflag en Allemagne, il décide de rédiger un manifeste en août 40 pour appeler à la résistance intérieure. J'insiste sur le mot intérieur, parce que ça n'était pas un appel à s'exiler pour rejoindre d'hypothétiques alliés qui ultérieurement peut-être viendraient nous libérer. Il s'agissait ici, sur place, dans un pays occupé ou dans la zone dite libre, mais qui était malgré tout contrôlée, il s'agissait de lancer le premier mouvement de résistance intérieure, mouvement qui s'est ultérieurement appelé Combat et dont Freinet a été l'inventeur et le chef. Et dans la foulée, il a créé et inventé la presse clandestine, le fameux journal Combat. Il a inventé et dirigé l'armée secrète. Il a inventé et dirigé les groupes francs, le noyautage des administrations publiques, la résistance rail ou la résistance fer, selon les noms que les historiens lui ont donnés, ainsi que toutes les autres organisations de résistance qui ont fait par la suite Flores, qui ont essaimé et que les autres ont copié, qu'ils s'appellent Libération, Francs-Tireurs, l'OCM ou bien d'autres. Freinet a donc été le fondateur, le chef de la résistance intérieure, ce qu'il est resté jusqu'en 1943-44, quand il a été appelé à son corps défendant, on en parlera peut-être tout à l'heure, à entrer dans le gouvernement provisoire de la République française, d'abord au CFLN, au Comité français de libération nationale, comme ministre des prisonniers, déportés et réfugiés. Et donc, il a eu la charge unique dans l'histoire et énorme de s'occuper de 5 millions de personnes déportées, réfugiées ou internées en Allemagne ou dans les pays satellites pour les faire revenir en France, certains ayant tout perdu et ne sachant même plus qui ils étaient ni où ils devaient aller. Et cette tâche immense de s'occuper en 18 mois de subvenir, de pallier aux nécessités immédiates et à terme de 5 millions de personnes avec un succès absolument extraordinaire, puisqu'à la fin de l'année 1945, il n'y a plus une seule personne dans le besoin ou dans la nécessité. Et ensuite, il s'est écarté lui-même de la vie publique et il a été évincé de la mémoire nationale, puisqu'on a décidé d'occulter son action à telle enseigne que le musée de la résistance qu'abritent les Invalides aujourd'hui réussit ce tour de force de parler de la résistance intérieure française sans citer son nom ou de montrer sa photo, que les encyclopédies l'ignorent dans leur table des matières quand elles ne l'oublient pas dans le récit et dans l'histoire de la résistance, et que la plupart des historiens ont tendance, sauf quelques historiens sérieux, mais il y en a de moins en moins malheureusement aujourd'hui, puisque nous sommes dans l'historiquement correct de plus en plus lourdement, la plupart des historiens tendent à valoriser, à glorifier des personnalités qui étaient à Londres et qui ne faisaient donc pas partie de la résistance intérieure, ou des envoyés de Londres comme Jean Moulin, alors qu'Henri Freinet est évincé de la connaissance que nous devrions avoir pour quelqu'un qui a été un des hommes les plus importants, vous le disiez tout à l'heure, de la résistance et de la résistance européenne. Alors, deux questions, ça peut être une question de détail. Est-ce que, sauf erreur de ma part,
Il n'y a pas de rue ou de boulevard ou de place Henri Freinet à Paris? Je crois savoir qu'il existe une place près de la gare de Lyon, dans l'ancien quartier Chalon, qui porte son nom depuis peu de temps. C'est ça, c'est tout récent. C'est tout récent. Mais la plupart des villes de France, comme Lyon, capitale de la Résistance, ou d'autres villes compagnons de la Libération, n'ont pas cru devoir honorer Henri Freinet. Et je pense même que Saint-Cyr, l'école prestigieuse de Saint-Cyr, se serait honoré en baptisant une de ses promotions du nom d'Henri Freinet, puisque lui-même était Saint-Cyrien et qu'il a inventé une armée absolument extraordinaire. C'est l'armée secrète qui comptait 250 000 hommes en 1944. La deuxième question, c'est celle de la personnalité, parce que vous nous avez dit que c'est un officier, un jeune officier qui était en lien avec Paillol, j'imagine. Il l'a connu, il a rencontré Paillol lorsqu'il faisait ses classes en tant qu'élève officier. Et ultérieurement, il l'a retrouvé à Vichy lorsqu'il a été démobilisé en 1940. Il était au 2e bureau à Vichy. Et au 2e bureau de Vichy, il a rencontré Paillol, qui s'y trouvait également. Et c'est comme ça qu'il a pu constater que Paillol qui était entré à combat ultérieurement, qui en faisait partie, Paillol avait une action dont on parle mal ou peu aujourd'hui. Je crois même savoir que dans le dernier livre du fils du général de Gaulle, l'amiral Philippe de Gaulle, il serait question de Paillol comme d'une sorte de vichiste, c'est-à-dire, bien entendu, dans sa bouche, collabo, alors que nous savons avec certitude que Paillol a fait, et ça peu de nos éditeurs le savent, mais ils devront le savoir parce que ça permet de revisiter un certain nombre de choses, que à Vichy, jusqu'en 1942, on fusillait les espions allemands. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et Paillol les arrêtait. Alors l'autre aspect, je vous parlais de Paillol parce que Freinet invente quelque chose, mais ce qu'il invente en fait, c'est directement, je ne sais pas si c'est inspiré de Paillol, mais en tout cas ça correspond directement à ce que Paillol avait fait, puisque le commandant Paillol, dès 1936, commence à mettre sur pied un programme, en quelque sorte, une stratégie de résistance, en partant du fait que, premièrement, il y a une certitude, c'est qu'on va avoir la guerre contre le Reich. Deuxième certitude, on va perdre cette guerre. Troisième certitude, on va être envahi et occupé. Et quatrième certitude, il faudra se libérer de cette occupation. Et donc, dès 1936, c'est-à-dire 4 ans avant l'occupation, il met en place les structures, en tout cas les structures sur papier, qui vont permettre par la suite de faire naître la résistance française. Et c'est pour ça que je pense que il a certainement inspiré, au moins dans ses conversations, dans leurs contacts, il y a dû avoir un lien de cette nature avec Freinet, parce que ce qu'a fait Freinet ressemble beaucoup à ce qu'avait imaginé Paillol. Sans doute. Il y a simplement une seule chose qui me surprend dans ce que vous me dites, c'est que Paillol ait pu imaginer en 1936 que nous perdrions la guerre et que nous la perdrions dans les conditions... Parce que à cette époque, on vivait encore sur ce mythe de la première puissance militaire mondiale. Mais c'est ce qui fait le génie de Paillol. Moi j'ai vu des textes, notamment des rapports qu'il faisait à l'époque, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup travaillé sur lui, il y a maintenant 20 ans. C'était les gens du Parti ouvrier européen. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette organisation qui était dirigée, qui était une émanation en France et en Europe d'ailleurs, d'une organisation américaine qui était dirigée par un personnage tout à fait extraordinaire, qui s'appelait Lyndon LaRouche. Oui. Alors, sur lequel on a glosé autant qu'on a voulu. Bon, en tout cas, moi je l'ai rencontré 2 fois. C'est un des hommes qui m'a plus impressionné par sa prodigieuse intelligence et la richesse de cette intelligence. Et donc les gens du POE ont travaillé beaucoup sur Paillol. Ils vouaient à Paillol une espèce de culte. Et donc ils collectionnaient tous les documents qu'ils pouvaient trouver sur lui. Et notamment, dans ces documents, j'ai vu des textes de Paillol qui montraient que, je vous dis, 4 ans avant la guerre, il n'était pas du tout de l'avis de ses collègues officiers, qui eux pensaient que
Ce serait une promenade de santé, une fois de plus. Ou une longue guerre de Ou une fortification. guerre de fortification, d'où bien sûr Maginot. Mais lui, déjà pas du tout. Ils vont nous enfoncer. Parce que il exposait bien les raisons pour lesquelles c'était tout à fait probable. Et quand je dis 36, en 36, il n'avait pas élaboré tout ça. C'est petit à petit, c'est en 36 qu'il a commencé à réfléchir. Et puis, à mesure que l'échéance approchait, les événements venaient confirmer ces prévisions. Alors, ce que vous me dites, que j'ignorais pour partie, en tout cas, confirme et explique les raisons pour lesquelles, jusqu'à la fin de sa vie, Henri Freinet a eu pour le colonel Paillol une grande tendresse, une grande affection. Ils se voyaient très fréquemment, se recevaient mutuellement, et la raison de l'admiration de Paillol pour l'œuvre de Freinet. Je crois que moi je dis toujours le commandant Paillol parce que c'était sous ce nom-là qu'il écrivait à l'époque. Je crois qu'il est mort quasi centenaire. Il est mort très âgé, pas loin, et il y a environ 2 ans. C'est ça. Ouais. Il habitait la Queue-les-Yvelines. Ouais. Arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais l'armée de métier... Pardon. L'armée de métier de Charles de Gaulle, est-ce que vous avez lu certainement l'un et l'autre? Si moi ça dépend quelle version. Oui, et alors il faut voir la version de 34. Oui, c'est plus intéressante que celle de 44. Ah, bon, vous l'avez lu 2 fois et moi une seule, et certainement dans une version pieuse. Mais enfin, il me semble quand même que lorsqu'il prêche la constitution de régiments blindés et même de divisions... Alors, ça, c'est... Je termine quand même ma pensée pour les auditeurs qui ne courraient pas devant comme vous. Est-ce que, au moins en négatif, il n'exprime pas aussi la crainte de voir la France, la première armée du monde, entre guillemets, vaincue? Alors, 2 choses au sujet de cet aspect prémonitoire de l'ouvrage du colonel de Gaulle, l'armée de métier. Vers l'armée de métier. D'abord, les idées que l'on trouve dans la 2e version de l'armée de métier, refondue en 1944, c'est-à-dire l'utilisation des blindés et l'utilisation de la force aérienne pour avancer rapidement avec l'infanterie derrière pour occuper le terrain, cette idée militaire ne figurait pas dans l'ouvrage en 1934 ou de manière très allusive et indirecte, entre beaucoup d'autres choses, ce qui fait que dans un livre de plusieurs centaines de pages consacré à la stratégie militaire, il est difficile de ne pas trouver en 1934 ne serait-ce qu'une allusion à l'aviation et aux blindés. Oui. Mais certainement pas combiné et utilisé comme Guderian et Von Kleist les ont utilisés pour percer à Sedan et envahir l'Est de la France en 8 jours et mettre dans une nasse à Dunkerque les Alliés. Donc, cette idée n'est pas dans le livre de 34, elle est dans celle de 44. Est-elle nouvelle? Non. Car, en réalité, cette idée d'utiliser l'aviation, les blindés, l'infanterie derrière et l'occupation très rapide, le blitzkrieg de territoire ennemi, c'est en fait des officiers allemands qui ont eu ces idées, qui les ont développées à l'état-major allemand. C'était publié même dans des journaux militaires allemands, dans des magazines, parce que tout le monde publie, et que, par conséquent, tout lecteur des journaux allemands pouvait avoir connaissance de cette théorie. Et cette théorie, elle est allemande. Et les Allemands l'ont mis en pratique. Alors, évidemment, après coup et après la guerre, c'est extrêmement facile de venir insérer dans un livre qu'on a publié 5 ans avant la guerre, une phrase ou 2, parce qu'il n'y en a pas davantage, d'ailleurs, dans l'armée de métier, pour dire qu'il faut utiliser de manière combinée la force aérienne et les blindés. Qu'il a également supprimé la dédicace au maréchal Pétain. Vous écoutez Radio Courtoisie. Alors, la dédicace au maréchal Pétain n'a pas été supprimée, elle a été modifiée. Il y a eu, c'est d'ailleurs l'origine de leur brouille. Leur brouille ne date pas de juin 40. Leur brouille est antérieure, puisque les auditeurs savent sans doute que De Gaulle était l'aide de camp et la plume, en partie, du maréchal Pétain, qui était tout auréolé de sa gloire de Verdun et qui par conséquent représentait pour tous les officiers de l'époque l'homme le plus prestigieux, non seulement dans l'armée, mais en France, puisque rappelons-nous que même Pierre Cot,
dont on ne dira pas qu'il était proche de la droite nationaliste, tant s'en faut, dans le journal communiste Vu en 1935, disait, après les troubles de 1934, qu'un seul homme était capable en France de rétablir l'ordre républicain, de ramener le calme et d'être respecté par tous les Français, de gauche comme de droite, et que cet homme, c'était le maréchal Pétain. Mais il avait été ministre secrétaire d'État du cartel des gauches, si je ne me trompe pas. Effectivement. Et donc, oui, le maréchal était un sous-ministre socialiste, radical socialiste. Mais la trajectoire du maréchal Pétain est une trajectoire très atypique. De tous les officiers généraux du début du siècle, il a été un des rares à ne pas s'illustrer, par exemple, dans un militantisme anti-Dreyfusard. Il avait même un quant à soi qui avait été remarqué et critiqué dans son environnement militaire. Il était anticlérical. Nous le savons. Jusqu'au fils. Oui, bien sûr. Et également dans sa vie privée, puisque divorcé, remarié avec une femme divorcée, non remarié aucune des fois, ni la première ni la deuxième, à l'Église, refusant à son aide de camp, Charles de Gaulle, qui lui avait demandé d'être le parrain de son fils Philippe, qu'il avait baptisé de ce nom en son honneur, lui refusant d'entrer dans une église pour tenir sur les fonts baptismaux son filleul, et restant à l'extérieur de l'église pendant qu'on baptisait le jeune, le bébé Philippe. Par conséquent, voilà un homme qui tranchait singulièrement sur on va dire le corps militaire de l'époque, que l'on pourrait, pour reprendre une terminologie que je n'aime pas, mais que tout le monde comprendra, une caste un peu réactionnaire. Il était républicain. Il n'était pas monarchiste non plus. Et il était également pour une armée de conscription, alors que le corps militaire de l'époque allait plutôt vers une armée de métier, c'est-à-dire vers une armée qui constituait une caste, une véritable force politique dans le pays. Et d'ailleurs, revenons au livre dont nous parlions à l'instant de Charles de Gaulle, il s'appelle « Vers l'armée de métier », c'est-à-dire ce qu'un de ses lointains descendants, si l'on peut dire, bien lointain, mais tout de même lointain à tout point de vue, Jacques Chirac a réalisé l'armée de métier. Oui. Enfin, il a supprimé l'armée de conscription et puis il est en train de liquider l'armée de métier. On liquide l'armée par la même occasion. Ouais. Et alors, donc, la question que je voulais vous poser, c'était celle de la personnalité privée de Fresnay. Vous l'avez connu, vous ? Très bien, et pendant plusieurs années. Dans les quelle vie vivait-il ? Qu'est-ce qu'il aimait ? Est-ce qu'il aimait la musique ? Est-ce qu'il lisait ? Est-ce qu'il avait des... Il lisait énormément. Il adorait la pêche, la chasse, c'était ses passions. C'était ses distractions, évidemment qu'il pouvait moins pratiquer lorsqu'il est devenu plus âgé, mais il adorait la nature, il adorait la vie au grand air, il avait pour passion la lecture et d'une certaine manière la politique, et je crois qu'il a été très meurtri au fond de lui-même de sentir, à partir de 1945, qu'il gênait aussi bien à gauche qu'à droite, aussi bien communiste que gaulliste, et que il était considéré par les uns et par les autres comme l'empêcheur de comploter en rond ou en rouge. C'est-à-dire qu'il a dû penser à un certain moment, peut-être par dépit, certainement avec tristesse, que ce qu'il avait été, ce qu'il avait apporté, ce qu'il était donc encore capable de donner, n'était pas apprécié de ses contemporains, et que il aurait peut-être, sans doute l'a-t-il pensé à maintes reprises, il aurait peut-être dû mourir après la guerre pour devenir lui aussi une statue mythique. Et sans doute serait-il bien davantage connu s'il n'avait pas survécu à cette grande aventure. Mais c'était un homme qui avait des convictions profondes. Il était profondément chrétien, catholique, pratiquant. Et politiquement, comment se situait-il Démocrate chrétien, pour employer la terminologie de l'après-guerre. C'était un homme qui croyait en l'humanisme, c'était un homme qui croyait dans des valeurs de fidélité, de respect, d'intelligence, et qui n'avait pour ennemi
que le sectarisme et la bêtise. Et quand vous l'avez connu, est-ce qu'il participait encore comme un citoyen à la vie politique? Est-ce qu'il votait? Est-ce qu'il il parlait de politique? Oui, mais enfin, il participait à la vie publique comme tous les citoyens, mais pas de manière active. D'abord parce qu'il était âgé. Je l'ai connu, il avait près de 80 ans déjà, à la faveur de la vente aux enchères publiques qui avait été programmée par un liquidateur, le liquidateur du journal Combat, qui avait donc connu une parution après la guerre, tout à fait officielle, et le liquidateur de cette faillite... par un personnage qui était d'ailleurs pittoresque, Smadja, qui est bien connu aussi. Donc le titre du journal était mis en vente aux enchères, donc cette vente à l'encan devait se dérouler en octobre 83, et les anciens de combat, le général Bénouville, Claude Bourdet et Henri Freinet, que je ne connaissais pas jusqu'au jour où il est arrivé dans mon cabinet pour s'opposer à cette vente, m'ont demandé par conséquent d'entamer cette procédure. Est née une longue amitié pendant les 8 années qui lui ont resté de vie. Et au cours de ces 8 années, nous avons eu presque toutes les semaines de très longues conversations, dont certaines ont été enregistrées parce que je souhaitais conserver sa voix et ses phrases. D'autres, je n'ai pu que prendre des notes parce que c'était des conversations plus vives au cours d'un dîner ou au cours de moments où l'épanchement était plus libre. Et puis, ce qui m'en est resté, c'est-à-dire ce fond extraordinaire d'humanisme, cet amour qu'il avait du prochain et cette abnégation qu'il avait dans sa conception de ce qu'a été la résistance. Car si quelqu'un a été un pur diamant dans la résistance, c'est-à-dire quelqu'un qui, bien entendu, et sa vie l'a démontré, n'a pas cherché à faire carrière sur son action, n'a pas cherché à en tirer quelque gloire ou profit immédiat, matériel, politique ou autre. C'est bien lui. Puisque la question qui m'était posée tout à l'heure, qui est Henri Freinet alors qu'il était le chef de la résistance? Quand Henri Freinet commence à découvrir, non pas à découvrir, mais à mesurer la gravité du danger du socialisme pan-germanique pour l'Europe. C'est longtemps avant les événements? Dès 1934. Et qu'est-ce qui l'amène à ça? Il était germaniste. Il lisait très couramment l'allemand, et d'ailleurs en 1934, il va suivre les cours de l'Institut germanique de Strasbourg. En tant qu'officier, il demande à être affecté dans l'armée du Rhin et donc à suivre ces cours très spécifiques qui formaient les officiers à la connaissance de l'ennemi potentiel, l'ennemi de 14-18, l'ennemi de 70, l'ennemi de 1815, qui était de l'autre côté du Rhin. Par conséquent, il découvre à partir de 1934 un livre. Et il se dit, ce livre est très dangereux, et son auteur davantage encore. Ce livre, c'est Mein Kampf, et l'auteur, les auditeurs m'auront précédé, c'est évidemment Hitler. Et tout d'un coup, il réalise que pour l'Allemagne hitlérienne, puisque depuis 1933, elle l'est, l'ennemi, c'est la France. Et il lit dans Mein Kampf que la France est promise à la destruction. L'ennemi héréditaire doit être détruit. Carthage doit être détruit. Et il ne prend pas ces paroles à la légère. Il comprend que tout l'effort de guerre allemand à cette époque, tous les efforts politiques pour conclure une alliance avec les soviétiques et donc se libérer à l'Est, conduisent à une chose inéluctable, la guerre, avec la France et sans doute l'Angleterre et peut-être ultérieurement d'autres démocraties comme les États-Unis. À partir de ce moment-là, il essaie de sonner le tocsin. Il fait des conférences, il les multiplie. Il écrit dès 1934 une conférence prémonitoire qui s'appelle « L'armée allemande », où il explique les techniques utilisées dans l'armée allemande. Il ne s'agit pas d'un livre de doux rêveurs comme vers l'armée de métier, il s'agit de la description de ce qu'il constate, de ce qui se passe de l'autre côté du fleuve. Et il explique que cette armée-là, qui est animée d'un idéal sans faille, qui a foi dans sa volonté de victoire, soutenue à l'arrière par une population qui marche derrière son armée, alors que, à l'inverse,
notre population, à nous, marcher contre nos militaires à cette même époque. Il comprend que cette armée-là va déclencher la guerre et peut avoir des succès militaires. Mais il n'avait certainement pas imaginé que notre armée s'effondrerait en un mois de combat, même si ces combats ont été, et il faut le rappeler parce qu'on l'oublie trop souvent, ont fait près de 100 000 morts. Il y a plus de morts dans les 3 premiers mois de la Deuxième Guerre mondiale que dans les 3 premiers mois de la Première. Et on peut même dire que il y a eu plus de morts en un mois, le mois de mai-juin 40, que pendant les moments les plus durs de Verdun ou de Douaumont, en un mois. Donc il y a eu une véritable résistance, malheureusement mal organisée, et avec des hommes qui ont été sacrifiés. C'était difficile d'organiser la résistance quand on était dans les bagnoles en train de foutre le camp à Bordeaux, puis Bien sûr. Puis plus loin encore. Et sans oublier les sabotages. Car il ne faut pas minimiser l'importance qu'ont eu dans les combats et dans les échecs de nos armées les sabotages qui étaient organisés par les communistes à l'arrière, dans les usines qui fabriquaient des avions, qui fabriquaient des obus ou des canons, et qui envoyaient des matériels défectueux sur le front pour éviter que nos armées ne puissent triompher de leurs alliés. Car à l'époque, Hitler est l'allié de Staline. Voilà. Par conséquent, il y a aussi chez nous une 5e colonne qui porte bien son nom et qui va œuvrer pour favoriser la débâcle. Il y avait les affiches qui étaient collées par le parti qui disaient camarades sous l'uniforme du soldat allemand bat le cœur de l'ouvrier allemand. Et qui appelait à la collaboration jusqu'à l'attaque, au déclenchement de l'offensive ou des hostilités, parce que on ne sait pas trop qui a déclenché l'offensive en réalité, des hostilités entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Le Parti communiste est resté strictement orthodoxe et fidèle, dénonçant les premiers mouvements de résistance, qu'on appelait terroristes. Savez-vous que les tracts communistes et l'humanité clandestine de cette époque appelaient les résistants de Freinet des terroristes. Vous parlez de l'humanité clandestine, Monsieur Benfresh, je crois que c'est le moment de rappeler que Jacques Duclos, en juin 40, est allé négocier la parution légale de l'humanité. Pas lui-même, car il était à cette époque déjà dans la clandestinité. Il a envoyé Ginolin et Tréant, qui étaient 2 députés communistes, nantis d'ailleurs de sommes d'argent conséquentes, avec un imprimeur qui s'appelle Georges Dangon, lequel Georges Dangon est le mari de Germaine Dangon, qui était secrétaire particulière de Jean Moulin à Chartres, à la préfecture de Chartres. Donc vous voyez qu'on se retrouve toujours entre amis. C'était pas l'abonné dont je parlais tout à l'heure. C'était pas là. C'est pourquoi j'ai cité son nom, pour dédouaner votre désabonné. Donc, ces 2 députés sont allés sur les ordres directs de Duclos, avec l'accord de Thorez, qui lui était déjà en Union soviétique à Moscou chez son ami Staline, est allé demander à la Propaganda-Staffel l'autorisation de faire reparaître l'humanité. Ils ont eu beaucoup de chance. On le leur a refusé. Si je le soulignais, c'est que le Parti communiste français l'a nié pendant des dizaines et des dizaines d'années, et il l'a nié parfois à coups de manche de pioche. C'est un parti de voleurs et de menteurs. Ils ne peuvent plus le nier maintenant à cause de l'ouverture des archives soviétiques. Voilà. Donc maintenant, je crois que nous devons, comme ils l'ont fait pendant 2 dizaines d'années, le marteler. Oui, absolument. De même qu'il faut marteler le fait que c'est eux qui ont livré les fameux martyrs de la fiche rouge. De Manouchian et de quelques autres. Et de la même manière que ce sont eux qui ont massacré à Katyn. Alors je sais bien qu'il n'est pas séant de cracher sur les ambulances, a fortiori quand ce sont des corbillards, mais enfin en l'occurrence là ils ont repris 7 points, ils font 7% à Paris, c'est ça, aux élections? Oui, c'est... En Ile-de-France, donc 7% ça vaut le coup, on rappelle quand même qui ils sont. Mais ne serait-ce que pour les jeunes générations qui apprennent l'histoire. Vous écoutez Radio Courtoisie, le saviez-vous? Bertie Albrecht,
Quel est le rôle de... Alors, Bertolt Albrecht est un personnage étonnant, que l'on connaît un peu mieux peut-être que Freinet, puisque elle a été victime de la résistance, puisqu'en 1943 elle est arrêtée et disparaît. Alors, les circonstances de sa mort ne sont pas connues, c'est pourquoi je ne peux pas dire qu'elle ait été pendue ou torturée ou qu'elle soit morte de sévices. Elle s'est peut-être elle-même pendue, puisqu'elle avait dit que si elle était arrêtée une deuxième fois, elle ne supporterait pas et mettrait fin à ses jours. Quoi qu'il en soit, elle a disparu et est donc aujourd'hui considérée comme une héroïne, et elle repose parmi les 15 cercueils qui s'y trouvent au Mont Valérien. Bertolt Albrecht est un personnage très étonnant. Elle était la femme d'un banquier hollandais et curieusement, elle s'oriente à gauche. Elle devient même ce qu'on appellerait aujourd'hui un compagnon de route du Parti communiste, fréquente des gens comme Langevin, comme Joliot, comme une intelligentsia communiste active, voire même très proche des soviétiques, puisque certains des noms que j'ai pu relever dans son entourage pourraient être considérés comme des agents du Comintern, et se trouve très proche des milieux dits républicains ou rouges, on les appellera comme on veut, pendant la guerre d'Espagne, puisqu'elle accueille chez elle dans son appartement, elle s'est séparée de son mari, elle accueille dans son appartement un certain nombre de réfugiés. Alors, pas seulement des réfugiés espagnols, mais également des réfugiés d'Allemagne ou d'autres régions, notamment de Tchécoslovaquie ou d'Autriche, qui fuient le nazisme. Il y a donc un seul son de cloche auquel Freinet va effectivement assister à cette époque, puisqu'il l'a rencontrée de manière mondaine. Ils se sont amourachés, bien qu'elle ait une douzaine d'années de plus que lui. Ils vont presque commencer à s'afficher, à vivre ensemble, et Freinet, qui arrive d'un milieu que on pourrait, comme je le disais tout à l'heure, qualifier de réactionnaire ou petit bourgeois lyonnais, va tout d'un coup découvrir un univers qui lui est étranger et qui va le fasciner, à une époque où le communisme pouvait représenter cette grande lueur à l'Est qui faisait rêver les naïfs ou ceux qui n'avaient pas encore réfléchi sur le véritable sens du marxisme. Il va entendre ces déclarations des uns, des autres, qui arrivent d'Autriche, d'Espagne, et qui racontent des monstruosités. Et cela va l'amener à lire, à s'ouvrir, à rencontrer, et par conséquent, progressivement, à basculer. C'est d'ailleurs ce qui va le conduire à résister. J'apporte cependant une précision, sa résistance n'était pas pour autant une résistance de gauche. Je dirais même que sa résistance était plutôt une résistance de droite, parce que s'il avait dû avoir une résistance de gauche, eh bien, il n'y aurait pas eu de résistance du tout, puisqu'à l'époque de la guerre, la gauche est avec Hitler. C'est par conséquent son sursaut personnel qui va l'amener à résister à l'envahisseur, à l'occupant allemand, nazi, parce qu'il considère qu'il doit résister, non pas pour des raisons idéologiques, mais qu'il doit résister parce qu'on occupe son territoire, contrairement aux communistes qui, eux, ne résistent que pour autant qu'on attaque l'Union soviétique dans le même temps. Au fond, c'est la même chose, on attaque aussi leur territoire. Parce que l'Union soviétique est la patrie du communisme. Voilà. Alors, on retrouve effectivement cette fameuse... cette phrase qu'on disait toujours... communiste, pas français. C'est vrai. C'est vrai que leur réaction en tant que parti n'a jamais été une réaction française, une réaction nationale. D'ailleurs, ils s'appellent internationaux, donc ils ne peuvent pas, en étant internationaux, être nationaux. Mais il faut aussi être juste et dire qu'en dépit d'une ligne politique abjecte, puisque le Parti communiste a été le premier parti collaborationniste et qu'il a dénoncé des résistants aux Allemands, il faut tout de même reconnaître qu'un grand nombre d'entre eux, ultérieurement, ont eu un grand courage et certains y ont laissé leur vie. Souvent, d'ailleurs, en opposition avec le parti, avec les directives du parti. Et ce sont eux qui ont été le moins récompensés à la libération, puisque tous ceux qui ont eu une véritable action résistante ont occupé des postes subalternes quand ils n'ont pas été évincés ou exclus du parti. En revanche, ceux qui ont eu une ligne politique beaucoup plus orthodoxe, c'est-à-dire non résistante, active, comme, prenons l'exemple de leur secrétaire général pendant 20 ans, Georges Marchais,
qui travaillaient chez Messerschmitt pendant la guerre comme travailleurs volontaires, et non avant même le travail obligatoire. Or, Georges Marchais a été nommé secrétaire général avec, bien entendu, la bénédiction moscovite. Pour en revenir au réseau combat et à Freinet, il y a une chose qui est assez difficile à comprendre pour la jeune génération, ceux de la jeune génération qui s'intéressent à ces questions, c'est à l'inverse du portrait qu'on en trace, portrait officiel qu'on trace de cette époque, à l'inverse de l'histoire officielle, le phénomène d'antagonisme qui existait entre la résistance intérieure et la résistance extérieure, et notamment entre les gens du réseau combat, et qu'il y avait un mépris, je crois que c'est le mot qu'on peut employer, un mépris marqué, une méfiance en tout cas certaine, pour les gens de Londres. Comment expliquez-vous ça? Alors, je crois qu'il faut d'abord inverser les choses, parce que ceux qui étaient sur le terrain et qui combattaient n'ont appris la réalité du général de Gaulle à Londres que bien tardivement, puisque personne ne s'est levé, il faut bien le dire, à l'appel du 18 juin, que pratiquement personne n'a entendu, à supposer même qu'il a été prononcé le 18 juin. Donc cet appel de Gaulle n'est pas un appel à la résistance intérieure, c'est un appel à le rejoindre en Angleterre, un appel aux officiers, un appel aux ingénieurs à le rejoindre à Londres pour y poursuivre le combat. Freinet a une démarche tout autre. Lui veut combattre de l'intérieur et veut combattre avec son armée secrète. Quand il apprend qu'à Londres il y a un général qui élève la voix et qui veut représenter ce qu'on appelait la France libre ou la France combattante, alors, bien entendu, il cherche à établir des ponts. De la même manière qu'à Londres, on va chercher à établir des liens avec la résistance intérieure, mais le but n'est pas le même. Quand Freinet veut nouer avec De Gaulle, c'est parce qu'il attend de Gaulle un certain nombre d'aides, notamment des radios, des armes, et qu'il veut lui apporter en revanche du renseignement ou un appui au sol. L'idée de Freinet était que l'armée secrète devait être constituée de commandos comme de véritables parachutistes qui, le jour du débarquement, étaient une armée au sol et connaissant le terrain. Voilà l'objectif final. Ça n'était pas de constituer des maquis où on centraliserait des dizaines de milliers d'hommes, on a vu le résultat. Ça, c'était l'idée de Moulin et l'idée communiste. Parce que on préparait des FTP, ou on préparait des FFI, ou on préparait des maquisards à prendre le pouvoir. C'était la future armée rouge. D'une part, on les préparait à prendre le pouvoir, et je crois qu'on peut dire que d'autre part, on voulait garder un strict contrôle sur eux. C'était beaucoup plus facile de contrôler des grandes masses réunies que des petits commandos agissant fondus dans la population. Et ce contrôle, il était destiné, on le sait maintenant de façon certaine, à ralentir l'avance des libérateurs venus de l'Ouest. En occupant des divisions pour alléger de l'autre côté. Exactement. Bien sûr. Pour et que donc les on sacrifiait. Avancer plus, en vertu de Yalta, conquérir des territoires qui leur seraient acquis définitivement. Et là, on retombe encore sur cette géostratégie assez répugnante, il faut bien le dire, qui fait passer les intérêts de l'Union soviétique avant les intérêts nationaux. Bien sûr. Et au prix, pas seulement au nom d'un intérêt comme ça étiré, mais il faut dire que derrière ça, il y a des milliers de morts de plus. Mais oui, mais on peut y revenir d'une manière plus précise tout à l'heure par rapport au débarquement en Normandie, alors que d'autres préconisaient la montée de l'armée à partir du débarquement en Sicile et en Italie par le Pô jusqu'en Autriche et en Allemagne, ce qui aurait peut-être permis d'économiser une année de guerre, au lieu de débarquer au plus loin de Berlin, c'est-à-dire en Normandie. Mais le débarquement en Normandie permettait de clouer au sol pendant très longtemps des armées importantes anglo-américaines, et par conséquent de permettre pendant le même temps, en 1944, aux Russes d'avancer et de prendre les premiers, non seulement la Tchécoslovaquie, mais également Berlin et d'autres, et Varsovie, etc. Alors, revenons à ce que nous disions il y a un instant. Par conséquent, Freinet avait besoin de Londres, des Anglais, des Américains, de Gaulle. Il pensait qu'ils travaillaient de concert. Ce n'est qu'après qu'il a compris qu'il y avait un antagonisme entre De Gaulle et les Américains, ou inversement.
Alors que De Gaulle ne voyait dans la résistance intérieure que le moyen d'asseoir, sinon sa légitimité, en tout cas son autorité, à l'égard des Alliés, mais également à l'égard d'autres personnalités, comme notamment le général Giraud. Par conséquent, en essayant et en réussissant à rallier à sa croix de Lorraine, à son panache blanc, les mouvements de résistance tels que combat, il apportait dans la corbeille de Marié une force politique beaucoup plus grande qui lui permettait non seulement de tenir tête à Giraud, qui avait quelques étoiles de plus que lui et un prestige beaucoup plus grand, notamment auprès des Alliés, mais encore lui permettait d'être reconnu comme le chef de la France libre, ce qu'il a d'ailleurs fini par obtenir à la faveur de la première réunion du Conseil national de la résistance le 21 mai 1943, rue du Four à Paris. Donc, pour Londres, la résistance intérieure, c'est un objet que l'on va instrumentaliser à des fins personnelles et politiques. Pour les résistants, Londres, c'est un petit peu Dieu le Père qu'on regarde de loin et dont on attend tout. Alors, il va y s'installer entre eux une défiance, une méfiance et finalement une forme d'antagonisme qui va se retrouver dans des petites choses, mais également dans des grandes. À la Libération, malheureusement, parce que c'est Londres qui va prendre le pouvoir sur la résistance intérieure, mais également dans des mesquineries. Si l'on prend simplement les croix dites les croix de la Libération, qui ont été attribuées par De Gaulle à partir de 1942-41, quand il a créé son ordre de compagnons de la Libération. Il y a eu 1057 croix attribuées. Il y en a eu à peu près 800 à des personnes à Londres, ou dans la mouvance de Londres, le reste pour des résistants intérieurs, c'est-à-dire un peu plus de 200-250, dont une centaine à titre posthume. Cela montre bien que les résistants de l'intérieur n'ont pas été considérés comme des compagnons du général de Gaulle. Mais ça correspondait, il faut dire quand même que, peut-être pas pour tous, mais pour beaucoup, cette croix, c'était comme une espèce de diplôme d'HEC. Ça permettait de rentrer dans le commerce. Ou dans la haute administration. C'est ça, hein. Oui, de faire carrière. Ce que n'a pas fait Freinet, bien qu'il l'ait eu et qu'il ait été un des premiers à la recevoir. Votre livre doit être lu, bien sûr, pas seulement parce que c'est la énième histoire de la résistance ou d'un homme de la résistance, mais aussi parce que il met parfaitement en lumière tous ces aspects obscurs, ténébreux, cachés, assez sordides finalement de cette période, et qui dévoile les mensonges dont on nous accable depuis 50 ans là-dessus, avec une espèce de portrait, de tableau idyllique de cette période. Et je recommande vraiment de le lire. Mais je voudrais... Et donc, si on le lit, on découvrira tout ce que vous racontez de plus sur le déroulement des combats et sur le rôle du mouvement combat. Je voudrais, pour terminer, que vous nous disiez un petit peu ce qu'a fait... Oui, avant de poser les questions, bien sûr, Victorien. Quelle a été l'attitude de Freinet au moment même de la libération, et notamment au regard de l'épuration? Ah oui. Alors... il n'était pas en charge de l'intérieur ni de la justice, mais il faisait partie du gouvernement. À ce titre, il avait son mot à dire et il l'a dit. Il l'a dit plus d'une fois. Il a considéré que ceux qui avaient utilisé les armes contre les résistants ou contre les alliés devaient être punis, jusqu'à un certain grade. Il a fixé le grade, il a fixé le niveau hiérarchique. Mais en revanche, tous ceux qui n'ont fait qu'obéir et qui étaient donc hiérarchiquement inférieurs, ne devaient être ni inquiétés, ni poursuivis à la faveur d'une réconciliation nationale. Il avait préconisé, en ce qui concerne le chef à Vichy, qui était, bien entendu, l'ennemi, au premier titre, du gouvernement qui était le sien. Lorsque Philippe Pétain se rend à la frontière suisse et se rend aux troupes françaises, qu'on l'amène à Paris et qu'on ouvre son procès, il préconise une condamnation avec une simple dégradation et une mise en résidence surveillée. Nous savons ce qu'il en a été. En ce qui concerne Laval, en revanche, il estime
qu'il porte une très lourde responsabilité, car il a utilisé les armes et il a laissé s'installer une milice dont l'objectif était la chasse aux résistants. Donc, pour lui, Laval et ceux qui sont autour de lui doivent subir le châtiment. À ce sujet, il est d'ailleurs piquant de constater que peut-être la milice n'aurait pas été ce qu'elle a été si Freinet avait été moins intransigeant, car c'était un homme intransigeant dans ses principes. Car savez-vous que Joseph Darnan a demandé en 1942 à pouvoir rejoindre Alger. Oui. Et Freinet, pas seul, mais entre autres, a refusé en indiquant qu'il était déjà allé trop loin et qu'il devait aller au bout de son destin. Et le bout de son destin, eh bien, ça a été celui aussi de Pierre Pucheux. Mais en ce qui concerne Pucheux, c'est très différent. Fusillés l'un comme l'autre, je le dis pour nos jeunes auditeurs. Oui. Il y a quand même une responsabilité, un fatum presque, mais en même temps une responsabilité des individus qui est énorme, gigantesque dans cette affaire. Surtout Giraud. Giraud avait donné sa parole à Pucheux qu'il pouvait venir s'engager et pour combattre sous l'uniforme, à condition de ne pas faire de politique. Il n'en a pas fait. Mais on l'a arrêté. Pourquoi ? Parce que les communistes l'ont exigé. C'était un des prix à payer pour un certain nombre d'autres accords politiques qui ont été passés. C'est vrai qu'on s'explique assez mal d'ailleurs ce comportement du général Giraud, qui par ailleurs était un homme d'une parfaite rigueur morale. Et son petit-fils a écrit un très beau bouquin sur Giraud. Il lui a fait un bel hommage. Mais ça, effectivement, c'est une chose qu'on ne comprend pas. On comprend très très bien pourquoi De Gaulle a eu les comportements qu'il a eu, parce que la seule chose qui l'intéressait finalement, c'était De Gaulle. Et donc mais là De Gaulle a été odieux parce que il a assuré les avocats, notamment le bâtonnier Butin qui était venu lui demander la grâce, qu'il prendrait soin des enfants de Pierre Pucheux, en indiquant que selon lui il n'avait pas failli à l'honneur et que ses enfants n'avaient rien à craindre, qu'il prendrait personnellement un soin particulier, ce qu'il n'a jamais fait, ni au plan moral, ni bien entendu au plan financier. C'est vrai que si on avait su l'histoire à l'envers, on se serait dit que s'il s'occupait des enfants Pucheux comme il s'est occupé des pieds noirs par exemple, il y avait tout à craindre. Vous parlez à un convaincu, monsieur Debec. Et oui, allez-y. Je peux terminer sur ce point précis? Oui, bien sûr. Sur l'épuration. Donc, il a condamné l'épuration autre que l'épuration légale qu'il préconisait. Alors, l'épuration sauvage, il l'a condamnée plus d'une fois, et il a eu cette phrase, ceux qui se sont livrés à cette forme d'épuration et à ces massacres de masse en 1944 et 1945 ont sali irrémédiablement la résistance en lui accolant une étiquette qui est la même que celle que l'on a collée au bourreau. C'est sa phrase. Pour finir, je voudrais vous poser la question qui est la question clé du livre. On comprend, mais j'aimerais que vous nous le disiez d'une façon précise. C'est la conspiration du silence autour de cet homme. C'est quand même incroyable de penser qu'un homme qui a eu une telle importance dans l'histoire de France, il y a 50 ans, soit à ce point non seulement méconnu, mais censuré, effacé de la mémoire. C'est orwellien, cette histoire. Mais je tiens à ajouter que je ne faisais pas l'imbécile tout à l'heure, comme on pourrait le croire, quand j'ai demandé qui est Henri Freinet. C'était une question tout à fait naïve. Je ne savais pas qui était Henri Freinet. Alors, plusieurs raisons conjuguées. Les communistes, évidemment. Il a été le premier dans la résistance, il avait donc, j'allais dire, un train d'avance sur eux. Lorsqu'ils sont arrivés en résistance, il était en quelque sorte leur remords vivant. En plus, il était le chef d'une organisation très importante, alors qu'eux étaient embryonnaires. Comme il n'était pas non plus quelqu'un de sectaire ou quelqu'un de doctrinaire, il n'a pas accepté que dans combat, il y ait la moindre allusion politique dans la ligne du journal. Le journal était la libération, la libération, la libération. Et ensuite, la République. Et chacun dans la République avait ensuite le droit d'exposer et de défendre ses idées. Mais la résistance n'était pas au service d'une quelconque idée ou idéologie.
Les communistes ne l'entendaient pas de cette oreille. Les gaullistes non plus, d'ailleurs. J'y viens. En 1945, il est parmi les premiers un de ceux qui dénoncent le rideau de fer à venir, qui comprend que les pays qui ont été occupés par l'armée rouge ne vont pas être libérés, mais au contraire opprimés. Il comprend que les démocraties populaires sont tout sauf démocratiques ou populaires, et il l'écrit dans un petit livre qui s'appelle « Alerte aux démocrates ». Donc il sonne là aussi le tocsin contre un autre totalitarisme après l'avoir sonné contre le nazisme. Les communistes ne le lui pardonneront jamais, et d'autant moins qu'en 1958 il n'a eu qu'une seule velléité politique, non pas pour être élu, car il savait qu'il ne le serait pas, mais parce qu'on lui avait demandé et qu'il estimait que sa candidature dans une circonscription à Montreuil à la députation pouvait priver Duclos de son mandat de député. Ce qu'il a fait, il s'est donc présenté pour empêcher Duclos d'être élu à la faveur d'une triangulaire, et Duclos a été battu. Par conséquent, les communistes ne le lui pardonneront jamais. Et ce, également, pour une raison précise, c'est que les communistes étaient des agitateurs, nous le savons, mais ils agitaient une frange de la population très particulière, c'était la frange des déportés, des réfugiés ou des prisonniers, qui rentraient, qui étaient loin de toute connaissance de ce qui... On leur donnait pas de journaux, ils n'avaient pas de radio, ils arrivent en France en 1945, et par conséquent, ils constituent un vivier. Et d'ailleurs, beaucoup d'organisations d'anciens prisonniers ou d'anciens déportés étaient très orientés à gauche parce qu'on est allé les prendre comme dans un vivier cueilli tout frais. Et les communistes ont agité cette masse. Or, Freinet s'y est opposé en interdisant, par exemple, quand ils arrivaient gare de l'Est et qu'on les emmenait soit à l'hôtel Lutetia, soit ailleurs pour leur donner les premiers soins ou les premiers aliments, empêcher les communistes d'effectuer leur propagande à la descente du train. Ça, ils ne le lui pardonneront jamais. Et ils ne l'ont pas pardonné. Et encore aujourd'hui, beaucoup de films qui sont faits par des producteurs ou des réalisateurs de cinéma, comme le dernier Jean Moulin qu'on a pu voir il y a environ 1 an sur TF1, qui sont des téléfilms d'inspiration communiste, salissent la mémoire d'Henri Freinet quand ils ne peuvent pas l'occulter. Les gaullistes. Les gaullistes, c'est autre chose. Freinet s'est rallié à la Croix de Lorraine comme symbole fédérateur d'une résistance qui avait besoin d'avoir un levier à Londres, mais ne s'est jamais rallié au panache de De Gaulle ou à une idée gaullienne. Il n'a jamais considéré que De Gaulle eut la moindre doctrine, la moindre influence politique, et il n'avait pas besoin de se rallier à ce qu'il ne considérait pas être une véritable doctrine, le gaullisme, qui ne signifie rien ou tout. À tour de rôle. Oui, mais ça, c'est le problème de ces doctrines qui reposent sur un seul homme. On peut dire exactement la même chose du péronisme, on peut dire la même chose du titisme, on peut dire la même chose. Le franquisme, c'est légèrement différent, le salazarisme aussi. Là, il y avait une inspiration derrière. Mais économiquement, par exemple, il n'y a aucune théorie. C'est ça, aucune. La preuve, c'est qu'il a repris d'ailleurs les gens du groupe X-Crise, qui étaient eux en partie aussi à l'origine de la cagoule, et donc des mouvements planistes notamment, qui étaient soit des communistes, soit des fascistes, qui se sont un peu lavé la tête pendant la guerre et qui sont un peu blanchis, je dirais, dans la résistance. De Gaulle les reprend à la sortie et en fait des ministres, des secrétaires d'État. Donc il n'y a absolument aucune idéologie. De Murville, Jacques Rueff, etc. Voilà, c'est ça. Et donc alors, les gaullistes ne lui pardonnent pas ça. Liberté d'esprit, parce que pour être gaulliste, il faut avoir la nuque bien souple. Or, la sienne était raide. Alors, les gaullistes ont préféré prendre comme symbole de la résistance Jean Moulin, qu'on a panthéonisé, c'est De Gaulle qui l'a fait en décembre 1964, qui était, alors nous le savons aujourd'hui, un agent soviétique. Qui a utilisé l'autre? Est-ce que Jean Moulin a utilisé De Gaulle? Est-ce que De Gaulle a instrumentalisé Jean Moulin? Est-ce que l'un savait ce qu'était l'autre? Je ne sais pas. On ne le saura sans doute jamais. Ce qui est certain, en revanche,
c'est que Jean Moulin était un agent soviétique dès 1937. Ah oui, c'est absolument prouvé. Ça, maintenant, on n'en a plus l'ombre d'un doute, notamment depuis votre livre. Et depuis votre livre, il y a eu encore d'autres éléments qui sont arrivés, notamment sur ses relations. On connaît le nom de son officier traitant, on connaît tout. Aujourd'hui, et puis, il y a un élément déterminant, c'est que quand il arrive à Londres et qu'il rencontre ce type qui a été viré par De Gaulle d'ailleurs de Londres et qui est devenu plus tard le directeur de Constellation. Labarthe. André Labarthe. Quand ils se connaissaient très bien à Paris, puisque je crois qu'ils étaient voisins, je me demande non seulement ils étaient voisins, mais ils étaient amis fraternels depuis 15 ans. Voilà. Et Labarthe était même au ministère de l'Air, employé au ministère de l'Air, quand Moulin était le directeur de cabinet de Côte. Voilà. Et quand donc Jean Moulin arrive à Londres et que dans les milieux gaullistes, on lui présente Labarthe, qui à l'époque, je crois, est chargé de l'armement, ou quelque chose comme ça. Il fait semblant de pas. On lui présente Labarthe, et l'un et l'autre font semblant de ne pas se connaître, alors qu'ils sont amis intimes depuis 15 ans. Oui. Et quelques temps après, De Gaulle va apprendre que Labarthe est un agent soviétique, il va le virer, qu'il ne va pas tirer, enfin, il va faire semblant ou faire comme si, je sais pas. En tout cas, Jean Moulin s'en tire très bien. Et puis après, il y a la suite. Il est envoyé en France et il y a la suite. Il arrive oui, il arrive ce qui est arrivé. Et c'est à cette occasion donc que les gaullistes considèrent que la résistance, c'est qui? C'est De Gaulle, alors que c'est faux. Et comme il faut quelqu'un d'autre, parce qu'on peut pas être tout seul, alors on prend un mort. Il est unique. Et puis, d'une certaine manière. La France, qui est une terre d'invasion traditionnellement, de par sa position géographique, a connu toutes sortes de passages. Les Romains, les Sarrasins, les Anglais, les Allemands, on a été occupés au cours des siècles des dizaines de fois. Et chaque fois, il y a eu une sorte de figure rédemptrice que les populations après coup mythifient comme pour s'auto-blanchir ou se laver après s'être vautrés dans une forme de collaboration. Que ce soit avec les Romains. Alors, les Romains, on n'en a pas trouvé vraiment très très bien, mais si on a Vercingétorix, et aujourd'hui on a Astérix. C'est ça. Bien. Et puis, alors les Sarrasins, c'est à Roncevaux, notre fameux Roland, avec son... Bon. Et alors on Charles a Martel aussi. Une autre, Charles Martel, et on a encore une figure qui est encore plus belle, c'est celle de Jeanne d'Arc. Parce que Jeanne d'Arc, elle fait quoi? Elle va à Chinon et elle dit au dauphin, il faut aller vous faire, il ne faut pas accepter que l'anglais occupe, il faut le bouter hors de France. Bien, allez vous faire couronner, suivez-moi. Et puis qui va être contre et qui va la faire condamner? C'est un évêque collaborateur qui s'appelle Cochon. Il porte bien son nom d'ailleurs pour une fois. Et par conséquent, cet évêque va être le traître et Jeanne d'Arc, qui va être brûlée, donc elle n'a pas de lieu de sépulture, va devenir mythique avant d'être sanctifiée au XXe siècle. Jean Moulin, c'est un petit peu la même chose, dans une autre occupation. On ne sait pas où il est enterré, il y a une urne, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ce sont des cendres présumées. Sa mort, on ne sait pas ni où ni quand avec certitude, on ne connaît même pas les circonstances de sa mort ni sa date. On ne sait pas pourquoi les Allemands l'ont incinéré alors qu'ils ne prenaient pas ce soin d'autres résistants qu'on jetait à la fosse commune. Et par conséquent, là aussi, on a ce héros silencieux parce que mort, qui est unique et qui va laver cette mauvaise conscience récurrente de s'être vautré d'une certaine manière dans l'occupation. Voilà pourquoi Jean Moulin devient légendaire. Il y a une différence entre Moulin et Jeanne d'Arc, c'est que Jeanne d'Arc a eu Charles Péguy, et Moulin il a dû se contenter d'André Malraux. Je ne sais pas si vous vous rappelez du discours de Malraux lors de l'entrée de Jean Moulin au Panthéon, c'était quand même entre ici Jean Moulin, et il y a eu cette phrase extraordinaire que je cite tout le temps parce qu'elle est trop belle, et on ne sait pas pourquoi il dit ça au cours de son discours, il dit « Et l'oiseau venu du Tibet s'arrête, étonné. » Il est arrivé à placer l'oiseau venu du Tibet qui s'arrêtait étonné en voyant le cercueil de Jean Moulin, enfin l'urne de Jean Moulin entrer dans le Panthéon. Donc il a été panthéonisé par un cinglé, alors que Jeanne d'Arc a été célébrée par un des
plus grands écrivains et un des plus grands poètes français, ça fait quand même la différence. Oui, ah non, mais je ne cherchais pas à les mettre sur le même pied. Non, bien sûr. Vous écoutez Radio Courtoisie, Serge de Becquet, je vous propose de donner les références de ce livre dont nous parlons. On posera les questions. Depuis 75 minutes maintenant, parce que beaucoup d'auditeurs, un instant, Victoria, un instant, il y a beaucoup de messages. Je disais que nous allions donner, je disais Victoria que nous allions, je termine ma phrase. Pouvez-vous rappeler le nom de votre invité, car j'ai pris l'émission en route et vous ne l'avez jamais répété. Voilà, alors je disais donc, merci Victoria, que nous allions donner une première fois les références du livre dont nous parlons depuis 75 minutes, parce que, allais-je dire, beaucoup d'auditeurs doivent avoir envie de connaître les références de ce livre, et nous les donnons une deuxième fois après avoir posé les questions d'auditeurs, comme celle-ci qui est effectivement caractéristique. Donc nous parlons depuis 75 minutes d'un livre de Charles Benfredge qui s'appelle Henri Freinet, NAY bien sûr, il ne s'agit pas des méthodes frénétiques. Ni l'acteur. Henri Freinet, La mémoire volée, c'est publié dans la collection Vérité pour l'histoire des éditions de nos amis, des éditions du Alpha de Philippe Randa. Ce livre compte 378 pages. Il coûte 29 €. Alors vous devez l'exiger, exiger de votre libraire qu'il le commande aux éditions du Alpha, qui sont parfaitement référencées dans tous les annuaires, y compris électroniques. Vous pouvez aussi envoyer 29 € à du Alpha Diffusion, BP 58 77 522 Coulommiers-Cedex. C'est le moment de m'interrompre utilement, Victoria, ne croyez-vous pas ? Mais moi, j'ai plus besoin de vous interrompre. Maintenant, je lis les messages. Alors, nous disons donc, pourquoi parlez-vous d'un résistant gauchiste alors qu'il y a tant de résistants de notre famille de pensée qui ont fait beaucoup mieux ? Alors, la résistance est de droite, au départ. Tous les résistants, les premiers résistants, sont des hommes de droite. Donc, je ne parlais pas de gauchistes pour définir la résistance. Je disais que si Henri Freinet s'est intéressé au nazisme, c'est parce qu'il a fréquenté des milieux que l'on pourrait qualifier de gauchistes ou de communisants. À partir de là, il s'est intéressé au nazisme. Mais, à partir du moment où le nazisme et le stalinisme se sont alliés, alors il a fait la part des choses, c'est-à-dire qu'il a considéré que les deux totalitarismes devenaient ses ennemis. Et à partir de ce moment-là, il est entré en résistance, mais il est entré en résistance parce que homme de droite, avec les premiers résistants, dont on peut citer les noms, qu'il s'appelle Rémy, qu'il s'appelle Freinet bien entendu, Bénouville et bien d'autres, Renouvin, étaient des hommes de droite. Alors, là, on vous confirme, c'est le général de Bénouville qui devrait, pour vous, être un pur diamant. C'est vrai aussi. Il y a plusieurs diamants sur la couronne. C'est vrai aussi. J'ai commandé votre livre à mon libraire, suite à une intervention que vous avez faite chez Claude Giraud, et ma libraire m'a répondu qu'on ne le trouvait pas. Comment puis-je l'obtenir ? Il faut donner le numéro d'ISBN, tout simplement. Donc on va le donner, exceptionnellement. Alors notez le numéro d'ISBN, parce que là, il n'y a pas un libraire qui a le droit de vous dire qu'il ne peut pas trouver le livre si vous donnez ce numéro. C'est le 9 58 29 12 47 68 72. 9 58 29 12 47 68 72. Ça, c'est pour les libraires analphabètes qui sont de plus en plus nombreux, hélas. Et donc vous entrez, vous mettez un petit bout de papier sur lequel il y a écrit 9 58 29 12 47 68 72 et vous dites des merden zizich, comme disent les polyglottes, pour me procurer ce livre, car ceci est un livre. Et normalement, le libraire doit vous donner ça. Vous éviterez qu'il vous donne une boîte de lessive ou un paquet de bonbons. En tout cas, il est disponible. Savez-vous si c'est à un des réseaux de Freinet qu'appartenait Pierre de Villemarais ?
Pouvez-vous indiquer dans quel cimetière Freinet repose? Alors, Freinet, non, Pierre de Villemarais, heureusement, est bien vivant et il est très actif, nous le savons. Deux questions. Henri Freinet est enterré au nouveau cimetière de Porto Vecchio, en Corse. Il y en a deux, donc c'est le nouveau cimetière. Il y est enterré avec sa femme et il est mort en 1988. En ce qui concerne Pierre de Villemarais, il ne faisait pas partie du mouvement combat. Il a fait partie d'autres mouvements, je crois de Libération. Il a même fondé Libération avec Dastier de la Vigerie. Mais ils se sont connus après la guerre et Pierre de Villemarais est à l'origine des travaux de Freinet sur Moulin, puisque Freinet avait écrit un livre qui s'appelle L'énigme Jean Moulin, où il cherchait à percer les raisons de son comportement à l'égard de la résistance intérieure. Et Pierre de Villemarais est celui qui a ouvert les yeux à Henri Freinet sur la possibilité que Moulin soit un agent du Comintern. Pierre de Villemarais a continué à travailler sur cette question et je suis en relation assez permanente avec lui pour échanger nos archives actuellement. Un auditeur vous dit: je vous signale que dans le dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale, édité par Larousse en 1979, à la page 787, il y a une trentaine de lignes réservées à Freinet, où il est dit: il inventa la plupart des structures de l'action clandestine, notamment l'armée secrète. Et dans un autre ouvrage, Dictionnaire historique de la France, sous l'occupation, de Michel de Cointet, il y a 2 pages entières avec photos qui lui sont consacrées. On cite l'ouvrage de Claude Bourdet. Et Claude Bourdet, bien sûr, il faisait partie du combat. Incertaine et la nuit finira d'Henri Freinet. Voilà. Bien sûr. Connaissez-vous la biographie d'Henri Freinet par Henri Bello? Si oui, qu'en pensez-vous? Oui. Attendez, excusez-moi. C'est pas ça, non, c'est pas. Il y a un autre message sur le même sujet. Un universitaire, M. Robert Bello, a consacré son doctorat d'habilitation à Freinet, paru au Seuil, dont le Monde a tiré dessus à boulet rouge. Alors c'est vrai, je connais ce livre qui est paru l'année dernière, qui constitue une sorte de biographie d'Henri Freinet. Robert Bello a beaucoup travaillé sur la question. Malheureusement pour lui, il n'a aucune archive. Il a donc compilé ce qu'il a trouvé dans d'autres ouvrages. Mais c'est un petit peu la méthode historique actuelle, c'est-à-dire qu'on prend du vieux pour faire du neuf, et on fait du coupé-collé à partir d'un certain nombre d'ouvrages. C'est malheureusement ce qu'il a fait, mais il n'y a aucune idée nouvelle dans son livre. Il a pratiquement plagié l'autobiographie d'Henri Freinet qui s'appelle La nuit finira et à laquelle je renvoie vos auditeurs, s'ils peuvent se procurer cet ouvrage, qui est malheureusement épuisé, mais que l'on retrouve parce qu'il a eu un grand succès chez Robert Laffont, La nuit finira. Alors on prend des pages entières, on modifie le sens ou l'ordre, et puis avec L'aventure incertaine de Claude Bourdet ou Le sacrifice du matin de Pierre de Bénouville, et on fait un nouveau livre dont on dit qu'il est nouveau. Voilà l'ouvrage de Pierre Bello. Je n'ai pas lu le livre dont vous parlez, nous dit cet auditeur. En revanche, j'ai rédigé le tome 2 des mémoires de Jacques Baumel, autre figure de combat, qui est parvenu à ne pas citer une seule fois le nom de votre héros. D'abord, on apprend que c'est pas Jacques Baumel qui a signé ça. Je ne sais pas si c'est lui. Non. Parce que moi, je pensais que les mémoires de Jacques Baumel avaient été écrites par Jacques Baumel. Je ne sais pas, non. Alors, un auditeur vous demande, Henri Freinet avait-il une appartenance politique avant la résistance? Aucune. L'invité de ce soir n'est-il pas étonné qu'Alain Griotteret ne l'ait pas invité dans son émission pour parler de son livre concernant Henri Freinet? Alors, je ne m'étonne jamais que l'on ne m'invite pas, car je suis trop modeste pour cela. En revanche, s'il m'invitait, je serais ravi d'aller lui dire d'autres choses, car il y en a tant à dire sur Henri Freinet, et ça permettrait qu'on le connaisse davantage. Et j'ai beaucoup d'admiration pour Alain Griotteret, qui a d'ailleurs écrit, je le signale, un livre très intéressant sur la question, et qui revient à dire ce que je vous disais tout à l'heure. Son livre s'appelle « La droite était au rendez-vous ». Et dans ce livre, très bon livre, il démontre que les premiers résistants étaient de droite. Il consacre d'ailleurs un chapitre important à Henri Freinet. Est-ce qu'il a reçu votre livre, monsieur Bonswedge? Je l'ignore. Je ne peux pas répondre à cette question. Un auditeur confirme, il y a bien une place à Paris qui porte le nom d'Henri Freinet. C'est de côté boulevard Diderot, de l'autre côté de l'horloge.
C'est ça, oui, ben voilà. Le colonel Pajol, qui avait un très haut correspondant allemand, frère d'un maréchal du Reich, oui, notre espion chez Hitler, notre agent chez Hitler, Oui. était informé de la percée par les Ardennes d'une armée des plus modernes, équipée et armée en URSS, sur accord secret de Hitler permettant aux Russes l'annexion des pays baltes et une partie de la Pologne orientale. Bah oui, c'est l'accord de 39, hein, c'est Alors, le pacte germano-soviétique. Un auditeur confirme ce que vous disiez tout à l'heure. Jean Moulin a fait partie des brigades internationales. C'était un agent soviétique. On attend la confirmation dans l'ouvrage d'une personne responsable militaire de l'armée secrète, livre à paraître chez Perrin. La coopération tank-avion a été imaginée en 18 par le bureau du colonel Feuler à l'état-major allié pour l'offensive en Allemagne en 19. On sait depuis longtemps que les Allemands l'ont retourné contre nous en 40. Le seul problème, c'était que les chars étaient trop lents et que les avions ne pouvaient pas voler à une vitesse. Non, mais à l'époque, les avions n'avaient qu'un rôle d'observation. Oui. Ils n'étaient pas employés dans les combats. Concernant l'origine de l'alliance char-avion, c'est le maréchal Pétain et le colonel Estienne qui avaient fait cette étude en 18. Et à propos de l'utilisation des blindés, vous oubliez les travaux du général Buat et Estienne sur le sujet dans les années 19-20, sous l'autorité du maréchal. Ce qui tente donc à démontrer que De Gaulle n'a rien inventé dans son livre. Pire que ça, c'est qu'il n'a même pas lu les travaux qui avaient déjà été publiés avant. Et là, on vous répond, De Gaulle s'est inspiré, presque mot à mot, d'un ouvrage du général Estienne sur l'utilisation des chars paru au milieu des années 20. Il faut quand même pas dire n'importe quoi à ce micro. Vous vous rendez compte, on a des vrais spécialistes. Des auditeurs très connaisseurs. Une auditrice vous demande si dans le livre du fils de Gaulle, mon père de Gaulle, il y a des choses mensongères. Je crois que je vous avais répondu tout à l'heure. Je crois que plus que des choses mensongères, il y a des choses qui sont totalement perverties. Notamment la présentation de son père comme étant celui qui a fondé la résistance intérieure. Ce qui est une aberration, c'est même une imbécilité historique. Alors bon, vous croyez qu'une chose pareille est possible? À propos du sabotage communiste, mon beau-père, officier sur la ligne Maginot en 1940, a reçu des obus non chargés venant de Saint-Nazaire. Cela a dû cabosser quelques casques. Et ça c'est je pense que vous n'allez pas parler en 2 minutes de la campagne de Norvège, c'est ce que demandait cet auditeur. Il nous reste 1 minute, ça va être juste. Vous décrivez le maréchal comme républicain et qui reste à l'extérieur d'une église pendant une cérémonie. J'ai sous les yeux la photo du maréchal étendu sur son lit de mort, ses mains croisées tiennent bien serré son chapelet. Mais là, on parlait n'empêche pas l'autre. Monsieur Benfred, parlais du Pétain, le jeune. Mais après, bon, et puis en plus, une fois qu'il est mort... C'est pas lui qui a pris le chapelet. Bon. Merci Charles Benfred de nous avoir apporté vos lumières sur Henri Freinet. Je pense que votre livre contribuera à lui rendre un hommage mérité. On va redonner les coordonnées. Charles Benfred, je viens de nous parler de son livre Henri Freinet, La mémoire volée, aux éditions du Alpha. On redonne le numéro du ISBN pour imposer aux libraires de commander ce livre. ISBN 2 912 476 87 9. Si votre libraire est trop paresseux, vous envoyez 29 € Franco de Port à Du Alpha Diffusion, BP 58 77 522 Coulommiers-Cedex. Et la bibliothèque Jeanne d'Arc nous communique, nous avons 3 ouvrages de Freinet, La nuit finira, L'énigme Jean Moulin et Volontaire de la nuit. 17 rue du Méril dans le 13e. Merci beaucoup. Je vous remercie.